Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette 10e édition, déjà 10 éditions de l'Invivox Academy. Merci pour toutes les personnes qui sont présentes à l'heure, la ponctualité n'étant pas l'apanage des rois, on va dire, ce soir. Je suis ravi de vous retrouver. On va discuter, on va lancer d'ici 2 ou 3 minutes. On va commencer sur le thème, sur l'intégration des forces de vente dans les projets digitaux qui fleurissent dans toutes nos sociétés. Donc, c'est un thème assez actuel et je vais avoir le plaisir d'essayer de vous emmener pendant 20 minutes avec moi. Comme d'habitude, 20 minutes de topo. À l'issue des 20 minutes, on ouvre les micros et on prend toutes les questions. Enfin, on va prendre 10 à 15 minutes de questions. Et pour celles auxquelles on ne répondra pas en direct, on y répondra directement par email, directement auprès de la personne qui a posé la question. Je vous rappelle, pour poser une question, rien de plus simple. Vous avez une icône qui ressemble à 2 petites bulles de BD. Il suffit de cliquer sur cette icône et de poser votre question. À l'issue du webinaire, on a Marion qui est avec nous sur le fil, qui me posera la question directement, une de vos questions. Bonjour à tous. Bonjour Marion, merci d'avoir tout organisé, tout préparé pour ce webinaire une fois de plus. Vous avez été très nombreux à répondre à notre invitation, ce qui tend à prouver que le thème vous tient à cœur, vous taraude, vous empêche de dormir, peut-être pour certains. Voilà, nous, ça nous a un petit peu empêché de dormir. Mais bon, moi, j'ai personnellement la chance d'avoir pas mal d'insomnie et d'utiliser mes insomnies pour réfléchir à 2-3 choses différentes. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous raconter ma vie pendant 20 minutes. On va lancer ce séminaire puisqu'il est 18h02. Et donc, on est parti pour 20 minutes sur le thème suivant, comment intégrer et à quel moment intégrer les forces de vente dans les projets digitaux. Premier postulat de départ, nos métiers sont en train de changer. Bon, alors vous avez peut-être pensé que c'est effectivement j'enfonce une porte ouverte. Mais avant toute chose, je vais vous poser d'ailleurs la question. Vous savez que pendant mes webinaires, j'aime poser des questions, j'aime avoir vos opinions. Et c'est justement l'occasion et l'intérêt de ces webinaires de pouvoir avoir directement votre opinion. Donc, j'ai lancé le vote. Vous pouvez y répondre. Votre métier est-il en train de changer? Vous avez plusieurs types de réponses. Oui, très fortement. Je vois le oui très fortement qui est en train de cavaler en tête devant mes yeux. Je vais bientôt partager avec vous les résultats de ce sondage. Vous avez la possibilité de répondre sensiblement, légèrement, pas vraiment ou pas du tout. Pour le moment, je n'ai absolument aucune réponse positive sur le pas vraiment et le pas du tout, sans vouloir trahir de secret d'alcôve. Merci à tous les votants. Je mets fin au vote et je partage les résultats avec vous. Donc, vous le voyez, la réponse à « votre métier est-il en train de changer ?» 50% exactement d'entre vous disent « oui » très fortement et « oui » sensiblement 40%. C'est-à-dire que 90% d'entre vous ont vu leur métier changer fortement ou sensiblement au cours des derniers mois. C'est quand même, on vit quand même une époque inédite et une véritable époque de dingue. Alors là-dessus, ce qui est également en train de changer, c'est l'évolution de la visite médicale. L'évolution de la visite médicale, elle a évolué parce que depuis le début de la pandémie, particulièrement en ce moment, on est une nouvelle fois dans un plan blanc, dans un plan sanitaire. Les hôpitaux sont de plus en plus fermés. On est en plein reconfinement, on ne sait pas combien de temps ça va durer, au minimum jusqu'au 1er décembre. Et également, on a tous de plus en plus mis la tonne d'informations sur le web. Donc, on est en plein bouleversement de cette visite médicale. Et cette visite médicale, le principe même de la visite médicale, aujourd'hui, il est remis en question. Si vous vous rappelez ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années, on va dire, la visite médicale, elle avait un côté descendant. C'est-à-dire que tout démarrait généralement des départements médico-marketing qui réfléchissaient en termes de campagne, de cycles. Il y avait entre 2 ou 3 cycles par an. Ces cycles, ils étaient rythmés par des séminaires.
Vous vous souvenez de ces grandes sauteries qui rassemblaient tous les visiteurs médicaux, le département marketing, le management, et qui lançaient justement un nouveau cycle au cours duquel on allait travailler, on remettait à l'équipe de vente du papier, des aides visuelles, on préparait les symposiums, les EPU et tout ça. Et ensuite, on laissait la visite médicale faire son travail, c'est-à-dire aller répandre la bonne parole auprès des professionnels de santé. Donc on était véritablement sur un côté descendant de la visite médicale, et ça a fonctionné pendant 50 ans. Il y a eu un espèce de panurgisme global au niveau de la santé là-dessus, mais pourquoi changer quelque chose qui fonctionne véritablement? Et ça a été un principe qui a été basé sur ce qu'on appelle la probabilité de visite et la probabilité de prescription. Donc tout cela, comme vous le vivez tous les jours, a profondément changé, et notamment les besoins des professionnels de santé, les attentes des professionnels de santé ont profondément évolué. Je vais vous donner un exemple précis, je vais vous raconter une histoire, qui est une histoire vraie, qui a démarré en mars-avril dernier, où on a été contacté, nous, par des obstétriciens qui nous disaient, voilà, on sait que nos confrères italiens, nos confrères de l'Est de la France ont de l'avance parce que le Covid est arrivé plus tôt que prévu chez eux que chez nous. Et donc, grâce en fait, nous, aux bases de données, à la connaissance qu'on avait justement du milieu des gynéco-obstétriciens, on a pu proposer, pour répondre à ces attentes des médecins, on a contacté des équipes italiennes, des équipes de Strasbourg, pour leur dire, est-ce que vous accepteriez de partager, de prendre la parole et de partager votre expérience de la Covid, de la prise en charge d'une maman qui arrive sur le point d'accoucher, comment protéger la maman, comment protéger le bébé, comment protéger le personnel soignant, la sage-femme. Et en fait, on a donné la parole à ces personnes-là qui ont pris la parole toutes les semaines pour partager avec leurs confrères la manière dont ils abordaient ces sujets complètement inédits. Et toutes les semaines, on a ainsi eu plusieurs centaines de personnes qui se connectaient pour découvrir, pour échanger et pour surtout avoir l'occasion, en toute interactivité, de poser des questions pour pouvoir se préparer de leur côté à l'arrivée des vagues de Covid qui se sont succédées à différentes époques. Donc ça a été basé sur finalement quels sont les besoins, quelles sont les attentes des professionnels de santé. Et qui, mieux que les personnes qui côtoient tous les jours les professionnels de santé, sont à même de faire remonter l'information depuis le terrain, depuis les professionnels de santé, justement vers les sièges centraux. Donc on a évidemment les délégués médicaux, les visiteurs médicaux, qui sont capables de, parce qu'ils connaissent les médecins intimement, ça fait des années qu'ils travaillent avec eux, sont capables justement de détecter, de sentir les besoins, les attentes des professionnels de santé dans cette période assez particulière. De la même manière, les MSL, les ingénieurs d'application, les ingénieurs biomèdes, et aussi, bien entendu, le département médico-marketing qui garde le contact avec certains professionnels de santé. Et l'idée, dans un premier temps, évidemment, c'est de tout renverser, de renverser la table et de se dire, OK, quelles sont les attentes? Pas quelle est l'information que je veux donner aux professionnels de santé, mais quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins. Et à partir de là, travailler sur l'environnement, puisque réglementairement, déjà aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de travailler sur l'environnement que sur le produit. Et à partir de là, développer toute une gamme de services, de produits qui vont permettre de répondre à ces besoins dans cette période particulière où on ne peut pas aller voir physiquement les professionnels de santé. Donc, vous connaissez évidemment les webinaires, les classes virtuelles, vous connaissez les cas cliniques, vous connaissez les smart replays, mais il y a aussi toute une gamme de services, de la bibliographie à la demande. Il y a une panoplie de services qui est extraordinaire et qui doit simplement répondre aux besoins. Ce qui est important dans ce besoin, et c'est là où on ne peut pas aujourd'hui adresser les besoins de manière globale, parce que chaque population, chaque spécialité va avoir des besoins et des attentes particulières. On sait que les chirurgiens aujourd'hui vont avoir des besoins différents d'un médecin généraliste et qu'on ne va pas pouvoir les aborder de la même manière. Et donc, il va falloir développer du content, le contenu, qui va répondre précisément aux besoins actuels des professionnels de santé. Ce besoin, il va tout ce que vous allez pouvoir créer, nous, chez Invivox, c'est ce qu'on appelle le Digital Journey, on va l'inscrire justement sur une stratégie de
court, moyen et long terme pour proposer un voyage digital et des formations à la carte, des formations qui seront disponibles soit en direct, comme par exemple un webinaire comme aujourd'hui, mais aussi pour tous ceux qui n'ont pas l'occasion de pouvoir se former en direct parce qu'ils ont des agendas surchargés, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que ce n'est pas leur mode de fonctionner, de leur proposer le même matériel ou le matériel augmenté, amélioré, à la demande ou à la carte. Donc, je vous parlais de la création de ce contenu qui répond à un besoin des professionnels de santé. Je vais essayer de schématiser et de répondre à ce besoin. Donc, je vous l'ai dit, aujourd'hui, le recueil des besoins, il se fait par les forces de vente et les MSL, qui vont pouvoir ramener différents types d'informations. Les MSL qui vont plutôt faire remonter de l'information scientifique, les forces de vente qui vont plutôt faire remonter des informations peut-être plus pratiques, le besoin de services que les médecins ont besoin aujourd'hui. Et également, le département médico-marketing qui a accès à différents types d'études pour recueillir ce besoin et puis les mettre dans ce qu'on appelle aujourd'hui les content factories, qui vont permettre de créer en fait tous ces services, de transformer ces besoins en matériel sonnant et trébuchant, pratique, adapté aux besoins des professionnels de santé. Comment ensuite diffuser, puisque une fois que le contenu est créé, une fois que vous avez, par exemple, développé une classe virtuelle, comment faire connaître une classe virtuelle? Comment expliquer à un médecin qu'on peut transformer une EPU ou un staff en une classe virtuelle? L'idéal, évidemment, c'est d'utiliser le réseau des experts. Alors, dans le réseau des experts, vous avez évidemment les fameux KOL, et puis pour ceux qui ont suivi d'autres de mes webinaires, les DOL. Les DOL, ce sont des KOL qu'on a transformés en Digital Opinion Leader, puisque comme vous le savez tous, un KOL qui n'a pas d'impact, qui n'a pas de présence sur les réseaux digitaux, comme disent mes enfants, si tu n'es pas sur les réseaux, tu es nulle part. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir justement utiliser des experts qui ont un impact digital, qui ont une caisse de résonance au niveau digital pour publier, pour diffuser les différents contenus qui sont créés par ces content factories. Et comment est-ce que ça va être diffusé? Ça va être diffusé en peer-to-peer, puisqu'on sait qu'il n'y a rien de plus impactant pour un autre médecin que de recevoir l'information d'un de ses confrères. Ça va être publié sur les réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, excusez-moi. Et évidemment, on va utiliser des communautés de médecins pour s'assurer que les gynécologues s'adressent aux gynécologues et les urologues aux urologues. L'intérêt de ces publications, c'est justement ensuite de densifier et de disséminer ces publications. Et quoi de mieux pour disséminer que de chasser en meute? Et pour chasser en meute, on va pouvoir confier justement à toutes les forces de vente ces publications pour leur proposer aux uns et aux autres de liker, de partager, de commenter pour finalement parvenir à ce qu'on appelle cet effet multiplicateur ou démultiplicateur. Quand tout à coup, vous avez 50 personnes qui reprennent une publication sur, par exemple, une étude clinique et que cette publication, elle va être partagée par les 50 personnes qui constituent la force commerciale, mais aussi le marketing, les chefs produits, eh bien, vous allez obtenir l'effet boule de neige et finalement arroser extrêmement large et faire connaître les résultats de cette étude clinique, en particulier si l'étude clinique a bien été réfléchie dans la manière dont elle est présentée. Voilà en fait la stratégie d'orchestration. Alors cette stratégie d'orchestration, moi qui suis un tintinophile, j'aime bien utiliser le capitaine Haddock qui dit, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est à la fois très simple, mais aussi très complexe, très compliqué à mettre en place, à créer. Pour la créer, il va bien entendu avoir recours aux communautés. Alors, c'est là où je vais vous poser ma deuxième question à propos de LinkedIn. Alors, je lance un sondage avec la deuxième question. Hop. Quelle utilisation faites-vous de LinkedIn personnellement? Donc, vous avez plusieurs réponses possibles. La première réponse, c'est « je n'ai pas de compte LinkedIn ».
Vous avez certains qui sont des utilisateurs passifs, c'est-à-dire que vous avez un compte, mais vous ne l'utilisez pas véritablement. On a les utilisateurs occasionnels qui viennent sans véritablement être actifs. Vous avez les utilisateurs fréquents, c'est-à-dire ceux qui postent, ceux qui commentent, ceux qui partagent, et puis ceux qui utilisent aujourd'hui LinkedIn pour se créer une communauté. Je vous laisse encore quelques secondes pour choisir quel utilisateur de LinkedIn vous êtes. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, et je mets fin au vote dans 3, 2, 1, maintenant, et je partage les résultats avec vous. Ce qui est extrêmement intéressant, vous le voyez, c'est que parmi vous, vous avez tous un compte LinkedIn. Et beaucoup d'entre vous sont des utilisateurs occasionnels, et en plus grand nombre, 50% d'entre vous sont des utilisateurs fréquents. C'est-à-dire que vous utilisez LinkedIn pour partager des informations, pour manifester votre intérêt, contentement et tout ça. En revanche, peu d'entre vous, 15%, utilisent LinkedIn pour créer une communauté. Alors, excellente. Et je vais vous emmener tout de suite sur, justement, la notion de communauté. Et je vais vous proposer un mini-atelier, puisqu'on n'a quand même pas beaucoup de temps, sur comment se créer une communauté sur LinkedIn. Puisque l'intérêt d'avoir une communauté, c'est derrière justement de pouvoir partager avec le plus grand nombre une information, un contenu. Alors j'ai pris l'exemple de la dermatologie au hasard, et je me dis, voilà, si moi j'étais aujourd'hui un visiteur médical ou un chef de produit ou même le directeur d'un labo en dermatologie, j'aimerais bien me créer mon réseau de dermatologues. Donc en allant sur LinkedIn, je tape dermatologue, ensuite je choisis dans la partie location, j'ai choisi France, Suisse et Algérie, je crois. Et là, LinkedIn me dit, ben voilà, il ressort 1900 médecins qui ont un profil sur LinkedIn. 1900 dermatologues qui sont officiellement listés sur LinkedIn. Donc moi, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est de me faire un réseau local. Si je suis notamment un visiteur médical, si je suis un responsable régional, je vais plutôt vouloir avoir un réseau régional, national ou même potentiellement international. Et comment est-ce que je vais faire ça? Je vais suivre une méthodologie qui est ultra simple. C'est-à-dire que mon univers possible total, il est de 1900 dermatologues, comme le propose LinkedIn. Je vais me dire, tiens, pendant les 100 prochains jours, tous les matins, je vais prendre 5 minutes pour envoyer une invitation personnalisée à 19 dermatologues. Alors, une invitation personnalisée, c'est vraiment très personnalisé. Puisqu'on a le nom, LinkedIn donne les noms et les prénoms, je vais proposer, voilà, cher docteur Bachibouzouk, j'aimerais vous proposer de rejoindre mon réseau spécialisé ou dédié à la dermatologie. Et ça, tous les jours, je vais le faire. Je vais envoyer à 19 personnes cette invitation. Ça va me prendre littéralement 5 minutes par jour, puisque c'est un copier-coller, en changeant simplement le nom et le prénom du médecin, éventuellement. Sur LinkedIn, vous avez un taux d'acceptation qui est de l'ordre de 30 à 70%. C'est-à-dire que 30 à 70% des médecins vont accepter. Ça veut dire que finalement, en 100 jours, vous allez augmenter votre réseau de entre 600 et 1500 dermatologues. Le coût de cela, à part les 5 minutes par jour, ça n'a absolument aucun coût. Et ça, à partir de ce moment-là, la finalité, ce n'est pas d'avoir un réseau le plus large possible. La finalité, c'est justement ensuite de pouvoir utiliser ce réseau à bon escient pour pouvoir diffuser une information, pour pouvoir relayer une information. J'avais pris l'exemple d'un résultat d'une étude clinique. Mais ce résultat d'étude clinique, il va peut-être être posté par un expert, et vous allez pouvoir le reposter, le relayer à tout votre réseau pour lui donner, pour créer l'effet boule de neige et lui donner un maximum d'ampleur. Voilà un exemple très simple d'utilisation et la création d'une communauté sur LinkedIn, et ça concerne absolument tout le monde. Cette communauté sur LinkedIn, elle va être également intéressante, et toute l'orchestration en fait, de cette stratégie, elle va être basée aussi sur un de mes dada qui est le tracking des données à travers les signaux faibles, pas si faibles que ça. Quand vous organisez un webinaire ou par exemple une classe virtuelle, vous allez récupérer tout plein de signaux, qu'on appelle des signaux faibles, mais aussi des signaux suffisamment forts. Sur un webinaire, quand un médecin s'enregistre à un webinaire sur un thème précis,
le médecin vous envoie déjà un premier signal, qui est un signal faible, qui manifeste son intérêt pour ce webinaire. Quand le médecin, en plus de s'être inscrit, va participer, il vous envoie un deuxième signal qui est de plus en plus fort. Et pendant le webinaire, en posant des questions, en lançant des sondages, comme je viens de le faire avec vous, vous allez récupérer aussi des informations. Ces informations qui vont être éventuellement de plus en plus enrichies si à la fin de la session, le médecin pose des questions qui vont véritablement démontrer son intérêt et sa curiosité pour le sujet. De même, pour une classe virtuelle, quand vous allez quand vous allez vous retrouver face à 2, 3, 8 médecins parce que vous leur proposez de transformer un staff ou une EPU en une classe virtuelle, vous allez recueillir directement toutes les questions des médecins que vous allez pouvoir ensuite approfondir ou proposer aux médecins d'approfondir. Donc tout ça, ça fait partie des signaux live. Vous avez également toutes les données que vous allez récupérer sur les outils que vous mettez à disposition des médecins à la demande. Par exemple, vous organisez un webinaire et puis derrière, vous allez créer ce qu'on appelle un smart replay, c'est-à-dire qu'un webinaire habillé, brandé, qui a été feuilletonné, qui permet d'être lu ou visionné de manière beaucoup plus agréable. Nous, chez Invivox, c'est Smart Replay, on demande toujours aux médecins de s'inscrire pour récupérer le Smart Replay. On demande au médecin de nous donner au minimum son nom, son prénom, sa spécialité et également son email. On peut demander son RPPS. On veut s'assurer que le replay est bien envoyé à un médecin et pas à un adolescent ou à un psychopathe. Donc en fait, on va demander toutes ces informations et toutes ces informations sont disponibles, c'est-à-dire vous envoient des signaux qui sont autant de demandes, d'attentes, de besoins des médecins qui vous parviennent. Et finalement, on arrive à quelque chose d'assez extraordinaire aujourd'hui, c'est l'inversion du besoin. C'est-à-dire que dans le passé, si je reprends l'exemple de la visite médicale, il y avait une visite médicale qui était descendante, où les laboratoires, les industriels envoyaient un message vers les médecins, qui n'était pas forcément un message dont les médecins avaient besoin. Et aujourd'hui, à travers cette crise, à travers cette nouvelle manière de fonctionner avec les médecins, on inverse la manière dont on va répondre aux besoins des médecins. On détecte leurs besoins, et à partir du moment où on a détecté leurs besoins, on va pouvoir leur proposer une réponse adaptée. C'est-à-dire qu'on réouvre la porte chez les médecins. On réouvre la communication parce que le jour où on va s'asseoir avec eux, ou bien où on va s'asseoir à distance, on va leur ramener du contenu dont ils ont besoin. Et ça, c'est assez fondamental. Je termine par une conclusion, même qu'il est très difficile de conclure sur ce genre de sujet. Donc, je vous ai parlé de cette stratégie, cette orchestration, qui est basée sur le recueil des attentes, où ici, on va faire appel à la force de vente pour justement faire remonter les attentes. Ensuite, pour la diffusion, on va également demander à la force de vente. Idéalement, si la force de vente a développé sa communauté en amont, c'est encore mieux. Et in fine, les leads qualifiés vont être envoyés à la force de vente, vont alimenter la force de vente pour pouvoir justement répondre aux besoins des médecins. On va pouvoir aussi faire intervenir la force de vente sur le côté DOL pour aider les médecins à se transformer de KOL en DOL. Donc, à quel moment et comment intégrer? La réponse est très simple. Il faut intégrer la force de vente depuis le début jusqu'à la fin parce que ce sont la force de vente qui ont la connaissance des médecins et c'est eux qui vont être capables derrière justement de réouvrir les portes des médecins, de relancer la communication à condition évidemment de venir répondre à un besoin du médecin. Voilà pour ce topo. On s'engage chez Invivox à essayer de faire des topos qui sont d'une vingtaine de minutes. Et il est 18h24, j'ai tenu en 20 minutes. Je vous propose d'ouvrir les questions et puis d'essayer d'y répondre du mieux. C'est Marion qui a récupéré les questions et c'est Marion qui va me poser certaines de vos questions. Alors, bonjour à tous. Ah Marion, pardon, je t'interromps parce que j'ai oublié de poser ma dernière question. C'est tout l'intérêt aussi de ces séminaires en live, c'est de pouvoir poser des questions directement pour récupérer
votre opinion et de savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes avant que je ne réponde à vos questions. Donc, vous avez 4 possibilités. Oui, au-delà de mes attentes. Oui, totalement. Partiellement. Et puis, évidemment, vous avez la possibilité de dire pas du tout, hein, sachant qu'on essaie de vous livrer des clés. On sait que ces clés ne sont pas universelles et n'ouvrent pas toutes les portes. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes pour répondre aux questions. Vous êtes 73% à avoir déjà répondu. 3, 2, 1. Je ferme les votes et je partage avec vous le résultat. Écoutez, vous me comblez d'aise et de bonheur, puisque vous êtes plus de 50% à avoir répondu oui, totalement. Et une grande partie aussi, 43%, hein, la moitié d'entre vous, n'ont trouvé que des réponses partielles à vos questions. Je vous invite, pour toutes les personnes qui le souhaitent, hein, à me contacter par LinkedIn pour caler une session de 15 minutes, de 30 minutes, justement pour comprendre éventuellement pourquoi je n'ai que partiellement répondu à vos attentes et éventuellement si on peut rentrer dans le détail de votre problématique et de voir comment je pourrais, moi, y répondre directement. Donc, hein, je m'engage, croix de bois, croix de fer, si je vais en enfer, à répondre à toutes vos questions et puis surtout à prendre des rendez-vous de 15 minutes, de 30 minutes, le temps qu'il faut pour répondre à vos questions. J'arrête le partage et je prends les questions les unes après les autres. Merci Marion. Alors Julien, une première question de Laurent. Y a-t-il une limite réglementaire pour un visiteur médical à la création de communautés? Le contenu doit-il être compliant? Alors, excellente question. Alors, il n'y a aucune limite réglementaire à la création d'une communauté sur LinkedIn, si ce n'est la limite de LinkedIn qui est de 30 000 contacts. Hein, c'est-à-dire que vous avez le droit sur les comptes LinkedIn, hein, qui sont des comptes personnels, d'inviter des médecins français, suisses ou péruviens, puisque en fait LinkedIn, comme vous le savez, c'est basé sur la notion d'acceptation. La personne que vous allez inviter, elle va répondre oui ou non. Elle va avoir le choix d'ignorer votre invitation ou bien de l'accepter. Donc vous pouvez vous créer la communauté la plus grande possible. Pour répondre à la question ensuite réglementaire, hein, il faut toujours bien différencier, quand on parle de réglementaire, ce qui relève de l'environnement, hein, par exemple, organiser une formation sur un thème ou sur une aire thérapeutique, de ce qui relève du produit. Hein, donc, ce qui relève de l'environnement est ouvert justement au partage. En revanche, ce qui relève du produit, hein, selon les réglementations, selon qu'on soit en France ou en autre, peut justement relever d'une autre réglementation. Il ne sera pas autorisé de diffuser un webinaire qui concerne directement un produit. Alors, une question de Julien. LinkedIn est-il le meilleur réseau pour le ciblage de la communauté de médecins, de professionnels de santé? Alors non, LinkedIn n'est pas le meilleur. Le meilleur, ça va être celui qui va être le plus adapté. Et je vous disais que chaque spécialité a son propre réseau. Si par exemple, vous souhaitez cibler des chirurgiens plastiques ou des dentistes, hein, vous allez plutôt aller sur Facebook. Hein, et parce qu'ils ont tous un compte, et parce qu'il y a des grandes communautés de dentistes qui sont sur Facebook. En revanche, par exemple, pour cibler une communauté qui sera plus une communauté hospitalière, ou en tout cas de responsables hospitaliers, vous pouvez aller plutôt sur Twitter. LinkedIn va faire un super boulot sur toutes les spécialités médicales. Et ce qui est assez épatant, c'est de voir que petit à petit, hein, les médecins viennent sur LinkedIn. Et aujourd'hui, nous, on est surpris quand on regarde le pourcentage présent qui varie entre 30 et 80% de spécialistes présents sur LinkedIn au niveau mondial. Nous avons une autre question de Axel qui te remercie pour ce talk. Il nous dit que c'est pas toujours facile de motiver les forces de vente à être actives sur les réseaux. Est-ce que tu aurais des conseils qui permettraient
de convaincre ces forces de vente à être plus actifs sur les réseaux, et notamment LinkedIn? Alors, nous, on a organisé chez Invivox, avec certains de nos clients, des concours sur les réseaux sociaux, justement, pour savoir voilà, qui pourrait, en une dizaine de jours ou en 15 jours avant un webinaire, contacter le maximum de médecins. Il y a un des labos qui avait proposé une bouteille de champagne au visiteur médical qui allait développer le mieux sa communauté. Alors, c'est des petits jeux comme ça. Moi, je pense que le plus important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, un réseau comme LinkedIn est devenu un réseau communautaire. Et dans le passé, ça a été un réseau qui a beaucoup été utilisé pour montrer son profil, hein. C'était un CV en ligne qui était un petit peu plus sympa qu'un CV normal. Aujourd'hui, on est vraiment passé à autre chose, en particulier depuis que Microsoft a racheté LinkedIn il y a 3 ans de ça, où il y a énormément d'éléments qui sont disponibles. Alors moi, je pense que le plus important, finalement, c'est de passer par de l'acculturation ou passer par de la formation sur LinkedIn. Et nous, c'est ce qu'on propose aussi, ce qu'on peut proposer à certains de nos clients, c'est justement de passer du temps avec les équipes de vente pour leur montrer les différentes fonctionnalités de LinkedIn et en quoi ces fonctionnalités vont pouvoir être utiles dans le travail quotidien, que ce soit d'un visiteur médical ou d'un chef de produit. Alors, je prends 2 dernières questions pour rester dans le timing. Sais-tu quel contenu récurrent proposer aux médecins sur LinkedIn? Alors, je pense que justement, le plus important, c'est de ne pas proposer un contenu récurrent. Le plus important, et je vais peut-être revenir sur ce qu'on appelle chez nous le digital journey, c'est de créer un ensemble d'éléments qui vont permettre aux médecins de venir choisir en fonction de leurs besoins. Parce qu'il y a un moment où le médecin il va vouloir avoir une information globale sur un thème. Et là, il va venir sur un webinaire. Et puis ensuite, il va se dire, OK, mais moi, ce que je voulais véritablement, c'est rentrer dans le détail. Et là, on va plutôt lui proposer une classe virtuelle. Ou bien, à un moment, le médecin va vouloir se rafraîchir la mémoire sur un chirurgien, par exemple, au bloc opératoire, sur l'utilisation d'un produit. Là, ça va plutôt être une capsule produit. Et puis, quand les événements on-site reviendront, pouvoir proposer aussi à un médecin d'aller se former chez un confrère, d'aller passer une journée au bloc opératoire d'un confrère, 2 journées dans son cabinet de consultation. L'idéal, justement, c'est cette panoplie d'outils qu'on met à disposition à la carte, à la demande des professionnels de santé. Alors, une question assez simple. Pouvez-vous nous envoyer cette présentation? Bien sûr, cette présentation, elle sera disponible dès demain matin, si je ne me trompe pas, Marion, ou en tout cas dès vendredi, oui, vendredi, demain. Elle sera disponible en ligne sur l'Invivox Academy. Hein, donc, c'est académie avec un y.invivox.com. Et sur l'Académie, vous allez retrouver absolument tous les replays de toutes nos formations. Je vous ai parlé de formations sur comment transformer un KOL en DOL. Elle est disponible. Les formations sur les cas cliniques interactifs, toutes les formations passées sont sur l'Académie Invivox. Et les formations à venir, dont je vous dis un petit mot, la semaine prochaine, on a le plaisir d'accueillir Catherine Boulle, qui est responsable d'un fonds d'investissement, le fonds d'investissement Carista, et qui va nous parler des grandes tendances de la e-santé sur l'année 2021, vues par un fonds d'investissement. Ensuite, on va avoir le 19 novembre, on va avoir Lionel Richard, que vous connaissez sûrement. Lionel vient nous parler de plateformisation de la santé, et notamment quelle plateforme, pour quels besoins. Aussi un topo passionnant. Et enfin, on terminera le mois de novembre avec Sabrina Amir, qui est ingénieure pédagogique chez Invivox, et qui viendra vous parler de la formation à distance. Comment utiliser les outils, comment optimiser, comment développer des outils qui permettent de former à distance des médecins qui sont devenus inaccessibles, puisqu'on n'a plus le droit d'aller les voir dans les blocs opératoires ou dans les hôpitaux. Voilà le programme des 3 prochaines semaines de l'Académie Invivox. Et pour les questions auxquelles nous n'avons pas répondu, on s'engage à vous répondre également.
Absolument. Voilà, bah, écoutez, merci, merci à toutes et à tous et excellente fin de soirée à vous toutes, à vous tous. À très bientôt sur l'Académie InVivox. Et puis, comme l'a dit Marion, hein, on vous répond. Si vous voulez me contacter, l'idéal, c'est par LinkedIn. Et je trouve un créneau pour qu'on continue la discussion en tête à tête. À très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous.